Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les fondamentaux de la gestion de projet. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler des macro-activités du projet phase par phase, c'est-à-dire revenir finalement sur les activités qui vont rythmer, jalonner le pilotage de notre projet. Je suis Isabelle Laurent-Collin, présidente du cabinet de consultants et de formateurs ILC Consulting, ainsi que professeur associé au sein d'Excelia Business School. Alors, pourquoi revenir sur ces macro-activités? Au regard de mon retour d'expérience, et notamment en tant que formatrice, aussi bien sur un public de professionnels qu'un public d'étudiants, je suis tout à fait consciente que les standards du PMI présentent de très nombreux processus, de très nombreuses activités, et qu'il est parfois difficile de se représenter le fil rouge conducteur de l'ensemble de ces activités dans le pilotage du projet. C'est la raison pour laquelle nous allons repartir de chacune des 4 phases du projet pour identifier quelles sont ces macro-activités. S'approprier les phases du projet, pourquoi? Eh bien, pour avoir des réflexes, pour avoir des références, pour se sentir légitime aussi lorsqu'on travaille avec d'autres contributeurs du projet qui n'ont pas forcément tous le même référentiel en termes de formation ou qui, pour même beaucoup, ont été formés directement sur le terrain. Pour pouvoir répondre à des questions comme celle-ci, quand a lieu le kick-off meeting? Ou à quel moment puis-je avoir un planning engageant? Ou ne réalise-t-on des REX qu'en phase de clôture? Ça, c'est une question que j'entends, ou en tout cas, c'est même plus une question, ce sont des affirmations. Eh bien non, notamment les REX vont être des livrables que l'on va retrouver tout au long de la phase d'exécution. C'est la raison pour laquelle connaître ces 4 phases, les identifier et avoir une idée à peu près claire des macro-activités qui les composent me semble un élément important pour pouvoir piloter les projets. Reprenons ces 4 phases. 4 phases, initialisation, planification, exécution, clôture. Ces 4 phases, elles correspondent à des temps forts dans le projet. La première phase, rapidement, nous reviendrons dessus en détail par la suite. La première phase, c'est la phase d'initialisation qu'on pourrait aussi appeler de façon un peu plus simple la phase de cadrage du projet. On va donc venir vérifier que la façon dont le chef de projet s'approprie son environnement correspond bien non seulement aux besoins du client, mais que ce projet est aligné avec la stratégie de l'entreprise. La phase 1 se termine par un livrable majeur qui s'appelle la charte projet. Si vous voulez plus d'informations sur la charte projet, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant la charte projet. Deuxième phase, phase de planification. Rien que le nom est déjà un piège. En effet, ça n'est pas planification dans le sens tel que nous, Français, nous le comprenons, puisque planification est assez proche quand même du terme de planning, échéancier. Non, c'est planification dans le sens anglais du terme, to plan, préparer. Donc c'est une phase essentielle, c'est vraiment l'investissement de l'ensemble de l'équipe de projet au démarrage du projet pour vérifier qu'on sait ce qu'on va faire, avec qui on va le faire, à quelle fréquence on va le faire, comment on va le faire, etc. C'est une phase d'investissement proprement parlée. Malheureusement, trop peu présente, en tout cas trop peu détaillée, pas assez exhaustive dans la plupart des projets. La troisième phase, c'est la phase d'exécution, la phase de création de valeur. Une des difficultés que je constate en tant que conseil, c'est que généralement, cette phase d'exécution est entamée trop tôt dans le projet, alors que la phase de planification n'est pas terminée ou en tout cas pas suffisamment travaillée, ce qui générera à terme plus de modifications. Cette phase d'exécution, on le verra, elle se concentre autour de 2 environnements d'activité, la livraison, les livrables, la création de valeur à proprement parler pour le client, comme pour nos parties prenantes internes, mais aussi la maîtrise. La maîtrise, c'est l'ensemble des éléments, l'ensemble des activités de mesure de performance que l'on mettra en place pour nous assurer tout au long de cette phase d'exécution que le réalisé est en phase avec le prévisionnel ou avec ce qu'on avait imaginé. Et la dernière phase, une grande oubliée malheureusement, c'est la phase de clôture, pourtant si importante,
puisqu'elle va nous permettre de libérer les ressources, de remercier bien évidemment l'équipe, mais surtout de faire toutes les clôtures administratives et financières. Commençons maintenant par la phase d'initialisation. Son objectif, c'est d'autoriser officiellement le projet et de définir les grandes lignes de ce projet. C'est-à-dire que lorsque la phase d'initialisation et notamment la charte projet n'ont pas été finalisées et validées par le sponsor, le chef de projet n'est pas autorisé à rentrer en phase de planification, donc préparation, et il n'est pas autorisé à engager les euros du projet, ses ressources financières. J'aime bien cette petite accroche, c'est s'assurer qu'on lance le bon projet pour les bonnes raisons et avec un mandat clair. Voilà, c'est la phase de cadrage. Quelles sont les activités majeures que l'on va rencontrer en phase d'initialisation? On va s'intéresser déjà aux enjeux stratégiques du projet. À quels problèmes ce projet répond-il ou à quelles opportunités ce projet répond-il? Ensuite, on va bien évidemment travailler sur cette notion de business case. Business case, c'est donc l'approche prévisionnelle de la rentabilité, donc la justification des coûts, des bénéfices ou des risques intrinsèques attendus du projet. On définira ensuite le périmètre de haut niveau. Quand on parle périmètre, on parle souvent effectivement produit, service, résultats attendus, exigences. On n'en est pas encore à faire la matrice de traçabilité, ça viendra en phase de planification. On est sur une approche de haut niveau du contenu du produit. On identifiera les parties prenantes, internes et externes, et on viendra initier le registre des parties prenantes dans cette phase d'initialisation. Et bien évidemment, on va travailler sur la rédaction de la charte projet, de cette note de cadrage aussi, pour obtenir l'approbation formelle du projet et donc, par voie de conséquence, la désignation du chef de projet. La charte projet est rédigée par le chef de projet. Le sponsor est bien évidemment en totale coordination avec le chef de projet sur cette phase de rédaction de la charte de projet, d'autant que ce sera le sponsor qui viendra valider le contenu de la charte. Mais cette étape est très importante pour le chef de projet puisque c'est le moment où le chef de projet va s'approprier l'ensemble des éléments d'offre ou du business case. Que contient cette charte projet? Des éléments sur les finalités, les enjeux du projet, les objectifs mesurables décrits selon l'acronyme SMART, des livrables, la liste des livrables majeurs, et donc notamment les livrables clients. Dans la charte, on aura aussi l'ensemble des contraintes, telles qu'elles sont définies à ce moment-là. Contraintes, je rappelle, contraintes de périmètre, contraintes de coût, contraintes de délai. Les hypothèses qui paramètrent notre projet et son environnement, les exigences de la solution, fonctionnelle, non fonctionnelle, quels sont les éléments que l'on a à ce moment-là, que le business analyst peut-être peut partager avec nous, quels sont les risques majeurs et les parties prenantes majeures identifiées pour ce projet. Dans les parties prenantes majeures, nous avons bien évidemment le sponsor, donc le représentant de la direction générale qui nous encadrera sur le projet, et le nom du chef de projet, encore une fois, nommé au moment de la validation de la charte projet. La dernière activité majeure de la phase d'initialisation concerne le kick-off meeting ou la réunion de lancement. Donc, il appartient au chef de projet de réaliser cette réunion afin de partager avec potentiellement l'ensemble des responsables métiers, qu'on appelle aussi les responsables fonctionnels, tous les éléments connus à date sur le projet, afin d'aligner toutes ces parties prenantes sur les objectifs, le périmètre et les rôles attendus. Voilà donc pour cette phase d'initialisation. Passons maintenant à la phase de planification, comme je vous le disais, cette phase d'investissement, pour que l'ensemble des parties prenantes du projet, parties prenantes internes, soient en capacité de réduire les surprises pendant l'exécution, en réfléchissant avant d'agir, c'est-à-dire effectivement en investissant du temps pour définir ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec qui, quand et avec quel risque intrinsèque. L'objectif de cette phase de planification, c'est de construire un plan de management de projet complet, réaliste et accepté par toutes les parties prenantes clés.
Quelles seront les activités majeures? En voici le résumé. Nous rentrerons ensuite dans le détail de ces activités de projet dans la phase de planification. Les activités majeures, c'est avant tout transformer les objectifs de haut niveau en un plan détaillé et structuré. La charte nous donnait des éléments de haut niveau. Il nous importe maintenant de les détailler pour pouvoir les partager avec tous les experts métiers qui contribueront à la réalisation de nos livrables. On va ensuite définir précisément le périmètre du projet, donc les activités associées au pilotage du chef de projet et le contenu du produit, qui sont des activités plutôt associées au business analyst. Dans les deux cas, on identifiera ce qui est exclu et ce qui est inclus dans le projet. On décomposera ensuite le travail à réaliser en un organigramme des tâches qui permettra de décomposer par métier ou par produit les livrables qui seront à réaliser. Cet organigramme des tâches sera ensuite affiné par les responsables fonctionnels, donc les responsables métiers, pour définir leur lot de travaux, les lots de travaux de leur environnement métier. Ensuite, ces responsables fonctionnels nommeront les responsables de lot, qui eux-mêmes pourront détailler ce qu'on appelle les dictionnaires de lots de travaux. Un dictionnaire de lots de travaux, c'est finalement le contrat interne qui va lier l'environnement du métier au chef de projet. Dans un dictionnaire de lots de travaux, on reprend les éléments périmètre, coût, délai, risque, ressources du lot de travaux, qui sont globalement les contraintes du projet. Ensuite, on estimera les délais, on identifiera les ressources, toutes les natures de ressources, on évaluera le coût et on définira le plan de management de la qualité dans son approche contrôle qualité, mais aussi audit qualité. On identifiera et on définira comment sont gérés les risques, les communications et, bien évidemment, comment on va piloter l'engagement des parties prenantes. On formalisera et on fera ensuite valider ce plan de management de projet par le sponsor. Si on rentre un petit peu plus dans le détail maintenant de la phase de planification, on peut identifier des activités qui sont liées à des métiers à proprement parler. On va s'intéresser tout d'abord à la planification du contenu, produit, du temps, l'échéancier, la planification, des coûts et des approvisionnements. Tout d'abord, les activités majeures sur le périmètre. La première chose consiste à recueillir et à analyser les exigences, c'est-à-dire les besoins métiers, techniques, réglementaires qui devront être intégrés dans les activités de périmètre et dans les activités de contenu du produit. Grâce à ces informations, on viendra définir le périmètre détaillé du projet et des livrables qui sont associés. Ce qui nous permettra, dans un troisième temps, de construire l'organigramme des tâches et d'identifier les lots de travaux. On s'intéressera ensuite aux activités majeures sur le temps. Ces activités sont réalisées par les responsables de lots de travaux et validées par leurs responsables fonctionnels. Il s'agit pour chaque lot de travaux d'identifier les activités nécessaires à la réalisation des livrables du lot de travaux. De définir ensuite, entre ces activités, les relations de dépendance, quelles sont les activités prédécesseurs, les activités successeurs, mais aussi le type de lien, fin-début, début-début, début-fin, avance, retard, ce qui nous permettra bien évidemment de réaliser ce qu'on appelle le séquençage de ces activités. On estimera ensuite la durée des activités, ce qui nous permettra d'élaborer un planning sous la forme d'un diagramme de Gantt, d'un diagramme de perte, de mettre en évidence le ou les chemins critiques du projet et de clarifier le positionnement dans le temps des jalons, aussi bien des jalons clients que des jalons internes. Il existe aussi tout un environnement d'activité majeure concernant les coûts. Bien évidemment, les coûts ne pourront être identifiés et évalués qu'à partir du moment où les activités ont été clairement définies et que les ressources ont été affectées à chacune de ces activités. Donc, pour mettre en place ces activités majeures sur les coûts, on va tout d'abord estimer ces coûts par nature, par activité, par ressource, par livrable. On consolidera ensuite les estimations par lot de travaux, puis l'ensemble des lots de travaux pour constituer
le budget du projet. L'ensemble des coûts correspondant à tous les lots de travaux, et y compris le lot de travaux du chef de projet, s'appelle la référence de base des coûts du projet. Bien évidemment, dans ces activités de coûts, on intégrera aussi les réserves pour faire face aux risques qui ont été identifiés, différentes catégories de risques qu'on verra ultérieurement. On peut aussi parler des activités majeures liées aux activités d'approvisionnement. Bien évidemment, il faut identifier les ressources à acquérir, réaliser les appels d'offres et sélectionner les fournisseurs et procéder aux approvisionnements. 4 autres environnements sont importants dans la phase de planification. Les activités majeures sur les ressources. Les ressources ne dépendent pas du chef de projet. Les ressources, elles sont dans leur environnement métier et elles sont gérées par les responsables fonctionnels. Cependant, sur le projet, il nous faut identifier les profils et les compétences nécessaires dont nous aurons besoin. Définir l'organisation de l'équipe projet, les rôles, les responsabilités, comment elles seront partagées. Et nous réaliserons notamment la matrice des responsabilités qu'on appelle la matrice RACI. Et bien évidemment, nous estimerons les besoins en ressources autres que les ressources hommes, qui sont toutes les ressources matérielles, logicielles, consommables, les experts, etc. Tout ce dont nous aurons besoin et qui ne correspondent pas aux ressources hommes. Activité majeure sur les risques. Nous commencerons par identifier les risques en gardant en tête que le terme de risque est globalement neutre. Les risques à impact positif sur le projet sont appelés des opportunités, les risques à impact négatif, des menaces. Une fois identifiés ces risques, nous pourrons analyser leur criticité en définissant la probabilité de survenance de ces risques et leur impact financier s'ils surviennent. Nous définirons des stratégies de réponse aux risques, stratégies différenciées s'il s'agit d'opportunités ou de menaces, et nous préparerons les éléments de suivi de ces risques au travers des revues, donc revue des risques, des indicateurs de criticité que nous mettrons en place et de la mise à jour du registre des risques. Nous avons aussi des activités qui portent sur l'environnement de communication du projet. Environnement extrêmement important. On sait que la communication, et en tout cas les problèmes de communication, sont la première cause d'échec des projets. Donc, portons une attention spécifique sur ces activités de communication. Tout d'abord, nous allons identifier les besoins d'information des parties prenantes. Puis, nous définirons quels sont les canaux, la fréquence de ces communications, le format des communications. Est-ce qu'il va s'agir de rapports? Est-ce qu'il va s'agir plutôt de réunions, type des réunions d'avancement, des comités, comités de pilotage, comités projet, comités de direction, etc. Et nous formaliserons ensuite le plan de communication. Enfin, nous avons des activités très importantes dans le pilotage des parties prenantes. Tout d'abord, nous allons analyser l'influence et l'intérêt des parties prenantes pour définir leur stratégie d'engagement. Est-ce que ce sont des parties prenantes qui ont essentiellement besoin d'informations sur le projet, par exemple nos fournisseurs? Est-ce que ce sont des parties prenantes comme le client qui ont besoin non seulement d'informations, mais aussi qui vont être sollicités pour prendre des décisions avec nous? Là, on va être dans des stratégies beaucoup plus engagées. Il existe 4 types de stratégies qui, au regard des intérêts et de l'influence des parties prenantes, seront différenciées. Et on intégrera ensuite ces stratégies dans le plan de communication et le plan de management de projet. Vous vous rendez compte que cette phase de planification est un véritable investissement, encore une fois, mais elle est absolument essentielle. Malheureusement, trop courte dans la plupart des organisations. Pourquoi? Parce que ça n'est pas une phase pendant laquelle on livre, on crée un état d'esprit du projet, on crée une culture projet, on développe une méthodologie, mais malheureusement, comme il y a peu de livrables à présenter aux clients dans cette phase de planification, celle-ci peut être mal comprise et en tout cas sous-considérée. Passons maintenant à la phase d'exécution. Là, la phase d'exécution, c'est transformer le plan en résultat concret tout en gérant les imprévus. Parce que bien évidemment, même si on a fait une très bonne phase de planification, la vraie vie ne va pas toujours être exactement comme on l'avait imaginé.
Quel est l'objectif de cette phase? C'est réaliser le travail planifié et donc piloter l'avancement du projet. Comme je le disais en fait en introduction, cette phase, elle est intéressante parce qu'elle va nous proposer des activités qui sont dans deux environnements qui bien évidemment se côtoient, mais qui ne font pas appel aux mêmes compétences. Le premier environnement, ce sont les activités majeures de réalisation des livrables, essentielles, puisque c'est là que la relation avec le client va être particulièrement importante dans la présentation et la validation de ces livrables, dans la création de valeur. Et on a un autre environnement qui est un environnement d'activité de suivi de performance et de mise à jour documentaire qui, bien évidemment, vont nous permettre de vérifier que ce qu'on fait est conforme aux engagements qu'on avait pris et notamment au ROI sur lequel on s'était engagé. Revenons sur ces activités majeures de réalisation des livrables. Tout commence par diriger et manager l'exécution du projet. Le rôle du chef de projet, c'est bien évidemment la coordination de l'ensemble des lots de travaux. Chaque lot de travaux a des données d'entrée qui lui viennent d'un autre lot de travaux. Chaque lot de travaux va avoir des livrables qui sont ces données de sortie qui deviendront des données d'entrée d'un autre lot de travaux. Le rôle du chef de projet, c'est d'assurer la coordination des activités entre ces lots de travaux et de s'assurer que les données d'entrée sont disponibles au moment où elles doivent l'être et que les ressources sont disponibles au moment où elles doivent réaliser les activités. Ça c'est une activité de direction et de management de l'exécution du projet. C'est aussi dans cette phase qu'on va produire tous les livrables conformément au plan. Livrables externes, bien évidemment pour notre client, mais aussi tous les livrables des parties prenantes internes, et notamment de ces responsables de lots de travaux, qui vont permettre de créer la valeur du projet. C'est dans cet environnement-là qu'il va aussi falloir manager l'équipe projet. Je rappelle, le chef de projet n'est pas le hiérarchique de son équipe. C'est extrêmement rare. Ça correspond à certaines organisations orientées projet qui représentent un faible pourcentage des organisations projet. Donc, concentrons-nous sur celles qui correspondent plutôt à des matrices dites équilibrées ou des organisations transversales. Le chef de projet a une relation purement fonctionnelle avec l'équipe projet. Il va donc être dans l'obligation de mobiliser ses ressources, de les encadrer, d'animer cette relation projet. Il va aussi participer au développement de leurs compétences, notamment sur des projets qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il va devoir gérer aussi les conflits et la motivation au sein de l'équipe. Il faudra mettre en œuvre les plans de communication, refaire remonter les rapports d'avancement, les points d'étape, les comités, mettre en œuvre les plans de réponse aux risques et gérer tous les approvisionnements et les contrats avec les fournisseurs. En parallèle, les activités de suivi de la performance et de mise à jour documentaire. Il s'agit là de surveiller et de maîtriser la performance du projet. Dans la charte projet, et encore plus dans le plan de management de projet, le chef de projet s'est engagé sur un niveau de résultat, un ROI. À ce titre-là, il va devoir suivre pendant toute la phase d'exécution la performance de chacun des lots de travaux pour s'assurer que la performance globale du projet correspond aux engagements qui ont été pris. On va devoir suivre les délais, les coûts, les niveaux de qualité, le périmètre et notamment les demandes de modification du périmètre et bien évidemment les risques intrinsèques du projet. Ces activités passeront aussi par la mise à jour des registres, registre des risques, registre des parties prenantes, registre des décisions, des points ouverts, etc. Gérer les demandes de changement et mettre à jour le périmètre et la configuration du produit. Mettre à jour le plan de management de projet, les documents de référence, la référence de base du périmètre, des coûts, du délai. Et bien évidemment, très important, il appartient aussi au chef de projet de capitaliser en continu les retours d'expérience pendant la phase exécution. Et à ce titre-là, j'encourage à faire ces réunions de retour d'expérience qui sont parfois sous-valorisées à la fin ou juste après la validation d'un livrable client. Ce sont quand même des moments forts, des moments où on peut remercier l'équipe et ce sont des moments où toutes les idées sont encore suffisamment récentes
pour qu'on puisse analyser ce qui a fonctionné, ce qui a dysfonctionné, ce qu'on doit conserver ou ce qu'au contraire, on ne doit plus reproduire. Donc, ces retours d'expérience sont extrêmement importants pour notre projet, bien évidemment, mais aussi pour l'ensemble des projets. Après la phase exécution, nous avons donc la phase de clôture. L'idée, c'est de ne pas abandonner le projet en rase campagne. J'aime bien cette idée d'abandon du projet en rase campagne parce qu'effectivement, les phases de clôture sont malheureusement pas systématiques, ou en tout cas pas faites de façon exhaustive systématiquement. L'idée, c'est de fermer la porte. C'est de gérer la fin de son projet dans les règles de l'art, en termes contractuels, en termes financiers, en termes humains, mais aussi de capitaliser l'ensemble des savoirs acquis sur le projet. Donc l'objectif, c'est de finaliser le projet, formaliser les résultats et transférer durablement les acquis en interne, mais aussi dans cette phase de transition vers le client et son organisation. Quelles sont les activités majeures? Obtenir l'acceptation formelle des livrables par le client ou le sponsor. Bien évidemment, tout au long de la phase d'exécution, nous avons eu des procès-verbaux, des PV, signés par le client, mais il arrive assez régulièrement qu'il y ait des réserves. En phase de clôture, on va venir s'assurer que l'ensemble des livrables a bien été accepté et que toutes les réserves ont été levées. On va réaliser la clôture contractuelle, donc vérifier toutes les livraisons, clôturer les contrats, les engagements fournisseurs, effectuer la clôture administrative et financière, c'est-à-dire vérifier le dossier final des coûts, la facturation, des paiements, mettre à jour aussi toutes les données financières du projet, et je vous parlais notamment du ROI, analyser le ROI du business case, le ROI du plan de management de projet et le ROI en phase de clôture. On va conduire le dernier retour d'expérience, notamment grâce à ce qu'on appelle des ateliers bilan, où on viendra clarifier les succès, les échecs et les améliorations possibles, notamment sur la partie produit, mais aussi en termes de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle des rétrospectives d'équipe. On documentera et on archivera les savoirs du projet dans les actifs organisationnels pour les prochains projets. On organisera le transfert aux opérations ou à l'organisation par la mise à jour des livrables, des guides, des procédures, mais aussi la formation, ce qu'on appelle la transition vers les équipes de run ou les équipes métiers, c'est-à-dire chez le client ou en interne pour ceux qui vont intégrer les livrables de notre projet. Bien évidemment, on va s'intéresser à la libération des ressources, c'est-à-dire rendre au métier les ressources qui étaient affectées sur notre projet, mes ressources hommes comme ressources matérielles, et remercier vivement, chaleureusement, les équipes qui auront contribué au projet. Clore officiellement le projet et diffuser une communication de clôture. Vous voyez, il s'agit quand même d'une phase qui a vraiment un rôle important. Savoir mettre fin au projet, savoir capitaliser les connaissances et la valeur ajoutée par le projet. En phase de conclusion, je dirais que ces 4 phases de projet sont essentielles. La phase d'initialisation, c'est la phase d'appropriation pour le chef de projet de ce qu'il va falloir réaliser, en tout cas tel qu'il l'a compris par rapport aux besoins du client. La phase de planification, c'est cette phase d'investissement où, avec l'ensemble de l'équipe projet, on va clarifier ce qu'on va faire, comment on va le faire, comment on va fonctionner ensemble. La phase d'exécution, c'est la relation client, c'est la création de valeur, c'est vraiment l'aboutissement du projet. Et la phase de clôture, c'est savoir fermer la porte correctement, contractuellement, humainement et financièrement. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous référer à notre manuel « Piloter votre projet ». Nous y développons bien évidemment le contenu de chaque phase, dans le détail, dans les rôles, les responsabilités. Merci.